Et nous y voici. Dans cette présentation, donc comme je vous le disais, ce sera à peu près une demi-heure de présentation. Alors c'est un peu une gageure hein, que de présenter les superstars ou les chefs-d'œuvre du Louvre en une demi-heure. Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous ne sommes pas submergés par la foule des grands jours au Louvre. On a un petit peu le Louvre pour nous, mais en tout cas dans notre salon. Alors, la première superstar du Louvre, c'est probablement la pyramide du Louvre et le Louvre lui-même. Mais je vous propose de faire comme si nous entrions vraiment dans le Louvre. Donc, on entre par la pyramide qui est une star tout en étant assez polémique, hein, encore maintenant pour certaines personnes. Certains n'apprécient pas du tout son design, son architecture. Le principe, ça a été qu'en 1989, les travaux ont été lancés pour créer ce qu'on appelait le Grand Louvre, c'est-à-dire l'investissement de l'aile Richelieu, qui était auparavant le ministère des Finances, et son assimilation, son entrée en fait dans l'espace du musée lui-même. Et puisque l'on avait agrandi le Louvre en englobant toutes les ailes entourant la cour Napoléon, mais il était important de trouver un nouvel espace d'entrée parce que l'entrée auparavant se faisait ici. Pardon, je vais prendre mon pointeur laser, vous le verrez mieux. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le pavillon Denon et c'est là que se faisait l'entrée au Louvre auparavant. Ce qui veut dire qu'en ajoutant l'aile Richelieu, il fallait pour les visiteurs, si on devait entrer par Denon, il fallait déjà marcher plusieurs kilomètres pour pouvoir arriver du côté Richelieu. Donc on s'est dit que l'on allait ménager ici une entrée monumentale et c'est l'architecte sino-américain Yeo Ming-pei qui a été choisi et qui a décidé donc de créer cette pyramide. La pyramide a fêté ses 30 ans hein, en 2019 et Yeo Ming-pei est décédé quelques mois après cet anniversaire à l'âge de 102 ans. Donc c'est tout à fait respectable. Et quoi qu'il en soit, que l'on aime ou que l'on n'aime pas la pyramide, c'est quand même une superstar du Louvre parce que de nombreux visiteurs, de nombreux touristes viennent à Paris et certains n'entrent pas dans le Louvre et viennent prendre une photo devant la pyramide. Hein. Donc c'est vraiment la première superstar, j'ai envie de dire, du Louvre. On entre dans la pyramide. Je ne parlais plus. Est-ce que là... Non. Ok. Alors, un tout petit instant. Est-ce que là, vous m'entendez à nouveau? Oui. Ok. Donc, s'il y a un petit blocage, pardon, c'est parfois la connexion hein, qui est un peu limitée. Mais en général, ça reprend vite. Dites-le moi, hein, effectivement, si ça bloque, je m'interromps et du coup, je reprends. Alors, ici, c'est une photo que moi-même j'ai prise au tout début de l'année, après les grèves, quand j'ai pu retourner au Louvre et la lumière était tellement belle que je me suis dit qu'il fallait que je la montre. C'était d'ailleurs juste avant une visite avec Voisins Accueil. Je le dis parce qu'il y a des membres de ce groupe qui participent ce matin. Donc, on va quitter la pyramide et nous intéresser, peut-être pas à une superstar, au sens des grandes œuvres que vous attendez à voir, mais à l'histoire du lieu, parce que le musée du Louvre n'a pas toujours été un musée. Le Louvre est une forteresse que vous voyez ici, qui a été construite à la demande de Philippe Auguste. Donc, on a commencé à la construire en 1190. Le propos, en fait, du Louvre, c'est d'être une forteresse qui protège l'entrée occidentale de Paris. Hein. Donc, vous voyez bien d'ailleurs que le Louvre est en dehors de la ville, puisque la muraille de Philippe Auguste se trouve à côté, véritablement. Or, cette fortification qui avait pour but de protéger la ville contre les Anglais qui avaient attaqué Paris hein, depuis la Seine, finalement n'a jamais eu cette fonction militaire parce que tout simplement les Anglais n'ont plus attaqué Paris par la Seine. Donc comme ça, c'était réglé. On l'a au Moyen-Âge transformé. Ici, vous le voyez, une représentation dans un ouvrage qui est très célèbre, qui est Les Très riches heures du duc de Berry, qui date du XIVe siècle et qui est l'une des premières représentations
du Louvre, qui, vous le voyez, n'a plus l'aspect que je viens de vous montrer, puisque c'est le Louvre tel qu'il était sous le règne de Charles V. Donc ici, on est dans le calendrier des très riches heures. Et enfin, je vous passe un grand nombre de ces modifications. Voilà ce que l'on voit de cette première bâtisse. Vous êtes ici alors dans le sous-sol du Louvre, sous la cour carrée. Et ce que vous voyez, ce sont en fait les fondations de la muraille. Alors ici, c'est la contrescarpe. Ici, vous êtes dans les fossés. Et ici, c'est la muraille de fortification. Concrètement, c'est là. Plutôt là, pardon. Donc, ce mur à droite, c'est celui-ci. Le mur à gauche, c'est celui-là. Et ici, vous êtes dans les fossés. J'avance et nous allons vers la première superstar qui est ce qu'on appelle le sphinx de Tanis, qui a été trouvé en Égypte, à Tanis tout simplement, et qui est un bloc monolithe de granit rose. Donc c'est un seul morceau de granit rose. C'est un sphinx qui représente, comme la plupart des sphinx, un pharaon. Donc le sphinx, c'est en fait tout simplement un visage d'homme, en général de pharaon, sur un corps de lion qui représente la force, mais aussi la divinité de Pharaon, puisque Pharaon est considéré comme un dieu vivant. On va retrouver les caractéristiques de Pharaon, c'est-à-dire que vous voyez que son visage représente une impassibilité, une sérénité importante, il est là de toute éternité. Vous voyez qu'il porte ses attributs, donc les marques de son statut, avec la barbe postiche. Sur le front, alors il est cassé, mais on le voit ici, c'est un cobra qui est dressé normalement, qu'on appelle un nuréus. Et vous voyez qu'il porte une coiffe qui est en tissu, donc qui est souple, que l'on appelle le némès. Donc ça, c'est l'une des coiffes portées par Pharaon dans l'iconographie, dans la représentation de Pharaon. Sur le buste du lion, vous voyez qu'il y a un cartouche. Ce cartouche est assez facilement lisible, mais si vous regardez sur la photo de côté, vous voyez qu'il y en a d'autres. Alors ici, ce sont des inscriptions, ce ne sont pas des cartouches, mais il y a ici un cartouche. Et dans le cartouche, il y a toujours un nom. Or, le problème, c'est qu'on a vu que ces cartouches ont porté au minimum 3 noms successifs. Ce qui veut dire que il y a un pharaon qui a fait créer ce sphinx à son image, qu'un de ses successeurs a dit « Ah, mais il est très bien, j'en voudrais bien un, mais je ne veux pas payer pour le faire, donc je vais tout simplement enlever le nom et puis mettre le mien. » Et un troisième qui a fait pareil. En tous les cas, on date cette œuvre des environs de 1700 avant notre ère. Et c'est un unique bloc de granit, comme je vous le disais. C'est un objet qui pèse plusieurs tonnes et qui a été placé ici à la demande de Vivant Denon, qui est le premier conservateur en chef du Louvre, qui a été obligé d'ouvrir le mur et de créer la structure que vous voyez autour de la statue, et on ne peut pas la bouger. Alors pourquoi est-elle placée juste ici? Parce que tout simplement c'est la porte d'entrée vers la section égyptienne. Il y a là un escalier, en fait, si vous montez à gauche, vous allez vers la section égyptienne. Si vous prenez l'escalier à droite, ce que nous allons faire, vous arrivez chez les Grecs. Et nous voici chez les Grecs avec cette superstar qui s'appelle la Vénus de Milo. Normalement, ça devrait être revenu, vous devriez m'entendre à nouveau. La Vénus de Milo s'appelle ainsi parce qu'elle a été trouvée sur une île grecque des Cyclades qui s'appelle Mélos, que l'on a changé en Milo. Et à Mélos, en 1810, un agriculteur était en train de travailler son champ lorsqu'il a trouvé cette statue dans la terre en différents morceaux. Alors, vous le voyez, il nous en manque des morceaux. Il manque un petit bout de pied ici. Et il manque les 2 bras. Mais ce qui était cassé aussi, c'est la tête. Et sur la tête, le nez. Alors, la restauration ne permet plus de voir que la tête était cassée. C'est une très belle restauration. Mais c'est bien la tête qui va avec ce corps.
Il se trouve qu'un ambassadeur français qui se trouvait être l'ambassadeur de Turquie, puisque Mélos appartenait à l'Empire turc à l'époque, a entendu parler de l'œuvre et a acheté cette œuvre à l'agriculteur qui l'a trouvée et qui projetait tout simplement de la vendre pour pouvoir l'écraser et en faire du plâtre. Enfin voilà, il voulait de la chaux en fait, purement et simplement. C'est ainsi que la statue a été offerte au roi de France Charles X, qui l'a à son tour offerte au musée du Louvre. Alors tout ça ne nous explique pas pourquoi la Vénus de Milo est aussi célèbre. La Vénus de Milo est devenue extrêmement célèbre à cause de la période à laquelle on l'a trouvée et grâce à un plan marketing extraordinaire. Je m'explique. Elle a été trouvée en 1810 à Mélos. À cette époque-là, c'est Napoléon Ier qui règne en France. Et Napoléon, vous le savez, a conquis une grande partie de l'Europe. Et à chaque fois qu'il conquérait un pays, il pillait, on ne va pas utiliser un autre terme, tous les musées du pays. Et c'est ainsi qu'une grande partie des collections d'art européennes se sont retrouvées au Louvre, parmi lesquelles se trouvaient les œuvres italiennes. Et dans les œuvres italiennes, il y en avait une qui s'appelait la Vénus de Médicis, qui était la plus célèbre de toutes les statues antiques jusqu'au début du XIXe siècle. Or, cette Vénus Médicis avait été donc présentée au Louvre, et lorsque Napoléon a été contraint d'abdiquer en 1814, les pays européens ont dit, bon, bah, écoutez, vous avez le Louvre, il est là, il existe, il est établi. D'ailleurs, je ne vous ai pas précisé qu'il a été ouvert en 1793. Donc, conservez nos œuvres. Donc, tous les pays ont dit gardez les œuvres, sauf un pays, en l'occurrence l'Italie. Et donc, l'Italie a réclamé le retour de toutes ses œuvres pillées par Napoléon. C'est ainsi que la Vénus Médicis est repartie en Italie. Le Louvre était bien embêté puisqu'il n'avait plus cette œuvre antique fort célèbre, mais en 1821, la Vénus de Milo arrive dans ses collections. Et c'est ainsi qu'il y a eu tout un battage médiatique disant que la Vénus de Milo était bien supérieure à la Vénus Médicis. La preuve en était que tout simplement, oui, il lui manque ses bras, mais elle est complète et qu'elle est d'une grande beauté. Il n'y a pas eu d'ajout à la Renaissance, etc., etc. En gros, c'est une grande campagne de marketing qui a fait que la Vénus de Milo est bien plus célèbre que la Vénus de Médicis. Pour ce qui concerne l'œuvre elle-même, vous voyez qu'il y a une petite coupure ici au niveau juste en bas des hanches. Il s'agit tout simplement d'une œuvre qui n'est pas faite en un seul bloc. C'est une statue qui était constituée d'au moins 3 blocs, puisqu'il y avait un bloc pour les jambes, un bloc pour le buste et la tête, et un bloc pour le bras gauche. Le bras droit, lui, était fait avec le buste. Il a été cassé malheureusement, mais vous voyez qu'il y a des trous ici, dans la chair du marbre, qui indiquent qu'il y avait en fait un petit bracelet en métal sur lequel devait se trouver une inscription qui nous aurait indiqué avec certitude de quelle déesse il s'agit. Parce qu'on dit que c'est une Vénus, c'est-à-dire une Aphrodite, déesse de la beauté. On pense à cela parce qu'elle est à moitié dévêtue. Mais Mélos étant une île, il pourrait aussi très bien s'agir d'Amphitrite, qui est la déesse des océans. Et pour le savoir avec certitude, il faudrait que nous ayons les bras pour savoir ce qu'elle tenait dans ses mains. Il est donc tout à fait impossible de le savoir. Elle restera Vénus de Milo, je pense, de manière indéterminée. Nous quittons maintenant la Vénus et nous montons dans un escalier colossal, très impressionnant. Je vous prie de m'excuser, je devais vous reprendre une photo, j'ai oublié de le faire. Qui est l'escalier de la Vénus, de la victoire de Samothrace, excusez-moi, puisque la statue que vous voyez, c'est la victoire de Samothrace. Alors, cette victoire a été trouvée quant à elle en 1863, c'était une fouille archéologique très classique. Elle a été trouvée en plusieurs centaines de morceaux et elle est constituée de 3 éléments. Vous avez un socle ici, une proue de navire qui est constituée de 7 blocs, et la statue à laquelle il manque, vous le voyez, la tête et les bras. En réalité, il lui manque aussi une aile. Cette aile-ci est une copie, c'est un moulage que l'on a fait au XIXe siècle de l'aile droite et on l'a inversée tout simplement pour rajouter à l'équilibre.
Qu'est-ce que c'est qu'une victoire? C'est une déesse qui proclame la victoire d'une cité sur une autre au cours d'une bataille. Samothrace étant une île, la victoire proclame une victoire navale, et c'est pour cette raison qu'elle est sur la proue. Vous voyez que le vent est à l'œuvre dans cette œuvre. On voit qu'on a un drapé, alors on a la robe, et on a le chiton, qui est le manteau épais en laine que portaient les femmes grecques, qui est en train de se défaire au niveau de la taille. En fait, il faut l'imaginer noué un peu comme un pull autour de la taille, et paf, il est en train de se défaire, il va s'ouvrir. La légèreté tient au fait qu'on a l'impression que la statue, la déesse est en train de se poser, tout simplement, sur la proue du navire pour prononcer, donc proclamer la victoire de la cité de Samothrace. Tout ça s'était placé au sommet d'une falaise dans le sanctuaire, et donc il faut imaginer que quiconque arrivait par bateau sur l'île de Samothrace voyait la statue de très loin. Là, elle est merveilleuse en étant blanche. D'ailleurs, elle a été restaurée il y a très peu de temps. Mais il faut bien imaginer que celle-ci, comme la Vénus, comme toutes les statues romaines, était peinte avec des couleurs assez criardes. On a trouvé d'ailleurs des traces de couleurs. Les ailes étaient bleues et la robe était presque couleur chair. Il faut quand même garder cette sensualité qu'on appelle le drapé mouillé. Et puis le chiton était dans une autre couleur un peu plus rouge, ocre vraisemblablement. Ce que l'on a retrouvé de ses bras, c'est ça, uniquement sa main droite. Et vous voyez qu'elle est grande ouverte. C'est pourquoi cette proposition de représentation avec une victoire qui tient une trompette et qui souffle dedans ne convient pas, parce qu'elle ne peut pas avoir cette main-là pour tenir une trompette. En revanche, ce type de représentation peut être un peu plus crédible. En vérité, il faut l'imaginer sans rien dans la main et simplement la main grande ouverte, peut-être justement en signe de victoire. Une dernière chose concernant la victoire de Samothrace. Victoire, c'est le nom de la déesse chez les Romains, mais chez les Grecs, on l'appelait Nike, qui s'écrit N-I-K-E, accent grave, et qui a donné son nom à une célèbre marque de souliers, puisque Nike a utilisé le mot de Nike pour créer son nom. Et si vous regardez bien l'aile, alors ici, je n'ai pas pris le bon angle, mais l'aile ressemble tout simplement à la petite virgule de la marque de Nike. Donc, c'est vraiment cette statue-là qui a servi pour le marketing de la marque de sport. Nous passons derrière la victoire de Samothrace et nous entrons dans une galerie qui est en travaux actuellement, à nouveau, alors que les restaurations viennent juste de prendre fin, qui s'appelle la galerie d'Apollon. Il ne faut pas oublier que le Louvre, c'est un lieu de résidence avant de devenir un musée et que nous sommes ici dans une aile qui avait été construite par Henri IV et qui a été achevée, ou plutôt dont la commande de l'achèvement des travaux a été passée par Louis XIV. Or, Louis XIV lance ses travaux dans les années 1640 et finalement, il engouffre tout son argent dans Versailles. Et donc, les travaux restent inachevés et la galerie d'Apollon a été finie seulement 200 ans plus tard, puisque ici, le panneau que vous voyez, qui est le panneau central, ça correspond à celui-ci. Ce panneau central qui représente Apollon, vous le voyez en train de tuer les bêtes immondes, eh bien, c'est un tableau qui a été achevé par Delacroix. Donc, il a fallu 200 ans pour finir cette galerie. Ici, vous le voyez sur les panneaux d'entreporte tout le long de la galerie, ce sont des portraits de personnalités artistiques, peintres, sculpteurs, architectes français principalement. Ce ne sont pas des tableaux, ce sont en fait des tapisseries qui ont été réalisées par la manufacture des Gobelins. Cette galerie présente des trésors de la couronne de France. Alors, on a des pièces précieuses qui ne sont pas des bijoux, mais on a aussi des bijoux de la couronne, avec notamment ici, en bas à droite, le diamant, le Régent, qui est le plus gros diamant de la couronne française, enfin, qui est maintenant le plus gros diamant de la couronne française que nous conservons, mais ça n'était pas le plus gros. Le plus gros a été retaillé, c'était un diamant bleu, qui a été retaillé pour donner naissance au diamant Hope, puisque le diamant Hope, en fait, appartenait à la couronne française.
Ici, vous voyez une parure qui a appartenu à la reine Marie-Amélie, l'épouse de Louis-Philippe Ier. Ici, c'est une tiare, un diadème, entièrement serti de diamants et d'émeraudes, qui a été portée par la duchesse d'Angoulême, toujours au XIXe siècle. Et enfin, la couronne que vous voyez ici en haut à gauche a été portée par l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III. Pour ce qui concerne les autres bijoux de la couronne, c'est-à-dire tous ceux qui datent d'avant la Révolution, malheureusement, à part le régent et quelques petites pièces, ils ont tous été vendus, ce qui explique que le haupe était étaillé dans une pierre qui était beaucoup plus grosse que cela et qui appartenait à la France. Pendant la Révolution, on avait besoin d'argent. Ceci étant, la dernière vente de bijoux de la couronne, anciens bijoux de la couronne française, remonte aux années 1970. Donc c'est quand même assez récent. Nous entrons maintenant dans la galerie des Italiens avec une œuvre devant laquelle on ne s'arrête pas systématiquement. Moi, je m'y arrête toujours parce que je la trouve vraiment fantastique. Il s'agit d'un panneau peint par Domenico Ghirlandaio, qui est un peintre florentin. Et cette pièce date des années 1490. Alors, Ghirlandaio, c'est peut-être pas celui qui vous parle le plus. Il est très important. C'est le maître de Michel-Ange. Parce que Michel-Ange a fait une formation évidemment de peintre, mais Ghirlandaio, comme les autres, était polyvalent. Alors ici, ce que vous voyez, c'est un portrait de vieillard florentin qui correspond tout à fait aux caractéristiques de l'époque, puisque nous sommes dans un intérieur avec une fenêtre ouverte sur un paysage qui est symbolique. Je vais y revenir tout de suite. Vous voyez qu'on a deux personnages, un jeune enfant qui est idéalisé parce que son visage n'est pas réel, réaliste, et vous avez ce vieillard qui pose un regard extrêmement tendre sur cet enfant, peut-être est-ce son grand-père, et vous voyez que son visage à lui est traité de manière extrêmement réaliste. C'est en fait Ghirlandaio qui prend la leçon des peintres nordiques, flamands, qui souhaitent représenter le personnage dans sa réalité. Alors on a quand même le statut social qui est indiqué par la couleur du vêtement, par la fourrure aussi. On pense qu'il s'agirait peut-être de Francisco Sassetti, qui est l'un des fondateurs de la richesse florentine. Ce qui est important, c'est que vous voyez que Ghirlandaio le représente tel qu'il est, avec sa verrue sur le front et avec ce nez très impressionnant qui est déformé par un rhinophyma. Ce que vous constatez, c'est qu'à l'arrière-plan, il y a dans le paysage une voie qui chemine, qui monte vers une colline. Et regardez bien, vous avez cette première colline qui est verdoyante, qui représente la jeunesse de l'enfant et donc la vie. Et à l'arrière-plan, vous avez cette espèce de mont totalement chauve, dégarni, qui représente la mort, qui est le lot, évidemment, de ce personnage. Une précision d'ores et déjà qui est valable pour un grand nombre d'œuvres que vous allez voir à partir de maintenant. Ce n'est pas une toile, c'est un panneau de bois. Ici, la technique qu'a utilisée Ghirlandaio, c'est ce qu'on appelle la tempera, c'est-à-dire que pour mélanger ces pigments, il utilise un liant qui est fait à base d'œuf. Donc ça donne une opacité. On n'a pas du tout le vernis, le brillant que l'on peut trouver avec de l'huile. C'est valable cette information pour cette œuvre de Léonard. Alors je vais passer vite sur ces œuvres de Léonard, mais je vous les montre tout de même. C'est bien peint sur du bois, mais Léonard peignait à l'huile. Il s'agit ici de la Vierge au rocher, qui est une commande qui a été passée à Léonard de Vinci lorsqu'il était à Milan par un couvent, qui a refusé l'œuvre. Il s'en est suivi 25 ans d'atermoiement jusqu'à ce que finalement Léonard et son atelier livrent une autre version de la Vierge au rocher qui se trouve actuellement à la National Gallery de Londres. Pourquoi est-ce que ça a été refusé? Parce qu'en fait, la construction du tableau pose un problème de lecture, c'est-à-dire que votre regard est d'abord attiré par la Vierge au centre, puis par sa main, qui montre la main disproportionnée de l'ange qui est ici, l'enfant qui bénit, et c'est seulement une fois que vous avez vu cet ensemble que vous regardez à gauche. Or, l'enfant qui est là, c'est Jésus. Donc, ça leur a posé un problème que l'on voit d'abord les autres personnages et ensuite celui-là. Du coup, si lui, c'est Jésus, qui est ce petit garçon? C'est Jean-Baptiste. Avançons.
Juste à côté se trouve, alors celle-ci, cette image a été prise probablement juste après la restauration récente de cette œuvre qui est la Vierge avec Sainte Anne. Elle est un petit peu claire, mais enfin, peu importe. Toute la beauté de ce travail réside dans le lien plastique entre les personnages, vous le voyez. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Sachez simplement que cette œuvre est inachevée. On le voit, regardez la finesse de drapé ici sur le bras, et regardez la compacité de ce drapé-là. En fait, il est beaucoup trop massif pour être achevé. Ça ne correspond pas du tout au travail de Léonard. Juste à côté se trouve le Saint Jean-Baptiste, qui est très noirci et qui mériterait au moins d'être nettoyé. Et enfin, la belle ferronnière qui a été prêtée pendant 3 ans au Louvre à Abu Dhabi et qui vient de revenir pour l'exposition Léonard. Je vous précise, j'utilise cette œuvre simplement pour vous montrer un élément qui est important. Regardez bien son portrait. Le personnage est placé derrière ce petit parapet, ce qui est un dispositif extrêmement classique du portrait milanais et du portrait florentin à l'époque. Vous remarquerez que l'on ne voit pas en dessous de la taille et qu'on ne voit pas les mains, et que le personnage est repoussé derrière le parapet. C'est important parce que c'est comme ça que se faisait le portrait jusque-là. Donc j'y reviendrai dans un instant. Vous avez donc ces 4 œuvres de Léonard qui sont les unes à côté des autres, toutes peintes sur panneaux de bois. Donc si vous entendez dire qu'une œuvre de Léonard est une toile, c'est soit pas un Léonard si c'est vraiment une toile, soit c'est une personne qui se trompe puisqu'il n'a jamais peint sur toile. Dans la galerie, toujours, on change de style ici avec Raphaël et la belle jardinière. Je vous la montre rapidement et en passant, simplement pour vous préciser que c'est une Vierge à l'enfant, hein, ni plus ni moins. Vous voyez ici ce qu'on appelle une composition pyramidale. Donc les personnages sont ancrés dans une pyramide, dans un triangle. Pourquoi l'appelle-t-on la belle jardinière? Parce qu'elle est placée dans un jardin avec de très belles essences florales ici. C'est avec Raphaël que définitivement se met en place le type de la représentation de la Vierge avec une robe rouge qui représente la passion du Christ et le bleu de la pureté de la Vierge pour son manteau. Auparavant, la Vierge n'était pas nécessairement habillée en rouge et en bleu. C'est Botticelli qui le met en place, c'est Raphaël qui le rend tout à fait définitif. Et attention, la superstar des superstars, telle que vous la verriez si vous entriez dans la salle, la Joconde. Alors à droite, c'est le mur tel qu'il était avant les travaux de l'année dernière. À gauche, c'est la couleur actuelle des murs de la pièce, hein, donc ce bleu très profond. Donc oui, quand vous arrivez dans la salle où se trouve la Joconde, ce que vous voyez en premier, c'est une forêt de téléphones en train de prendre des photos ou des selfies. Et maintenant, ce n'est pas visible sur cette photo, mais depuis la réouverture, il y a en fait des petits serpentins de file d'attente. Donc vous attendez, vous avancez, vous faites votre photo et au bout de moins d'1 minute, on vous jette dehors pour laisser la place au suivant. Voici donc la Joconde qui est peinte sur un panneau de bois, j'insiste, et vous voyez la différence avec la belle ferronnière. Pardon. Donc vous voyez la différence avec la belle ferronnière. Ici, il n'y a plus de parapet. Ça, c'est nouveau bloqué. Il n'y a plus de parapet pour séparer le spectateur de l'œuvre elle-même. On voit la totalité de ce corps, vous le voyez, jusqu'en dessous de la taille et on voit ses mains. Ça n'a l'air de rien, mais c'est vraiment primordial. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles cette œuvre devrait être célèbre. Pour cela. Pour aussi le fait que le parapet est projeté derrière elle et que donc on n'a plus un personnage qui est dans sa maison avec une fenêtre ouverte comme on l'a vu pour le portrait du vieillard, mais qui est sur le balcon avec directement à l'arrière-plan ce paysage qui se développe. Paysage dans lequel vous voyez toujours ce chemin qui serpente, qui est une allégorie de la vie, hein, ni plus ni moins. Et là, alors, c'est pas très visible malheureusement sur cette reproduction, mais de ce côté-ci, on a un paysage qui est très aride et qui représente donc la mort. Et de ce côté-ci, on a un paysage beaucoup plus verdoyant, vivant, qui représente la vie.
Pour le coup, j'ai eu moi la chance une fois, en tant qu'étudiante agent d'accueil au Louvre, de voir l'œuvre sans sa protection, parce que là, vous la voyez dans ses couleurs. Mais quand on va au Louvre, elle est placée dans une caisse dont les vitres sont très teintées, qui changent totalement les couleurs, qui sont par ailleurs totalement oxydées par rapport à la couleur d'origine. Mais j'ai pu moi voir, vous voyez un petit pont ici à l'arrière-plan. Bien, figurez-vous que sur le pont, je vous promets que je l'ai vu, il y a un petit chariot sur lequel il y a de la paille et on peut compter la paille. C'est ahurissant. En fait, cette œuvre est incroyable de détails. Elle n'a jamais été achevée par Léonard. On ne sait pas avec précision qui elle représente, mais on s'accorde sur une identification en la personne de Mona Lisa Gherardini, épouse d'un Florentin que l'on appelait El Giocondo, ce qui explique que l'on l'ait appelée elle la Gioconda, et donc francisée en la Joconde. Mona, ça veut dire dame, dame Lisa Gherardini. Elle est célèbre pour d'autres éléments. Alors son sourire, effectivement, bon, en vrai, c'est pas tout à fait un sourire, mais c'est considéré comme le premier sourire de l'histoire du portrait. C'est simplement que Léonard a créé en fait un cercle parfait. Ici se trouve le centre. Si vous tracez le cercle, vous allez trouver les commissures des lèvres et les coins des yeux. Et il a simplement relevé un tout petit peu les coins des lèvres et ainsi on a l'impression de ce sourire qui est en fait extrêmement modeste, hein, extrêmement simple. Par ailleurs, est-ce qu'elle vous suit toujours des yeux? Oui. Est-ce que c'est volontaire? Peut-être. En revanche, l'œuvre n'étant pas achevée, il manque un élément dans la peinture des yeux, c'est que dans la pupille, on met toujours une petite pointe de blanc qui correspond à la réflexion de la lumière dans nos pupilles, ce qui va fixer le regard. Et Léonard n'a pas peint cette petite tache blanche, ce qui explique que le regard soit mobile en quelque sorte et qu'il nous suive en permanence. Enfin, pourquoi est-elle aussi célèbre que cela? Elle ne l'était pas jusqu'au début du XXe siècle, c'était un Léonard comme un autre, c'était un portrait accroché au milieu des autres. Elle est devenue extrêmement célèbre parce qu'en 1911, un monsieur italien du nom de Perugia a une nuit quitté le Louvre en volant la Joconde. Étant italien, il pensait que la Joconde avait été volée par Napoléon et avait été conservée à Paris. Et donc, il l'a conservée avec lui pendant 2 ans. Et arrivé à Florence 2 ans plus tard, il a voulu vendre cette œuvre au musée des Offices. Donc, le directeur du musée des Offices a évidemment appelé la police puis le Louvre. Et l'œuvre est revenue après 2 ans. Et c'est ainsi qu'elle est devenue si célèbre. Alors pourquoi s'est-il trompé? Parce que vous vous souvenez que, je vous l'ai dit, toutes les œuvres qui ont été volées par Napoléon, les troupes napoléoniennes en Italie, ont été restituées à l'Italie. La Joconde fait partie des collections françaises depuis 1519, c'est-à-dire l'année de la mort de Léonard, puisque, étant mort en France, son ayant droit a vendu certaines des œuvres, en l'occurrence la Sainte-Anne que je vous ai montrée, et le Saint-Jean-Baptiste, et la Joconde à François Ier. Donc elle est à nous et elle reste chez nous. Juste en face de cette œuvre, qui n'est pas extrêmement grande, mais qui est moins petite que ce à quoi on s'attend, se trouve l'œuvre la plus grande du Louvre, qui elle est une œuvre sur toile, attention, qui fait 67 mètres carrés, qui est une œuvre de Véronèse. Donc là, on est à Venise dans les années 1560. Et ce que vous voyez là, ce sont les noces de Cana, c'est-à-dire le moment où Jésus a réalisé son premier miracle en changeant l'eau en vin. C'est une œuvre qui avait été commandée pour le réfectoire d'un couvent, San Giorgio Maggiore à Venise. Et lorsque Véronèse a livré cette œuvre, les moines ont refusé. Ils ont refusé de la payer. S'en est suivi un procès, qui est le premier procès de l'histoire de l'art, remporté par le peintre. Puisqu'il y a un contrat. Hein. Un peintre ne peint pas comme ça parce qu'il a envie de peindre à l'époque. Il peint parce qu'il a signé un contrat, qu'on lui a payé une partie des frais pour les matériaux et qu'on s'est engagé à rémunérer la totalité du travail. Donc au bout de plusieurs années de procès, Véronèse a remporté
ce procès et il a pu être payé intégralement de la somme due. Cette œuvre, en revanche, est la seule et unique œuvre que Napoléon ait volée que l'on n'ait pas restituée. Pour une raison très simple, c'est qu'elle est tellement grande que pour la transporter depuis Venise jusqu'à Paris, il a fallu la plier en 3 et la rouler. Là, ça ne se voit pas sur l'image, mais quand vous êtes devant l'œuvre, il y a ici et là des marques de pliure. D'ailleurs, ici, on la voit un peu, la pliure, parce que ça a abîmé la couche picturale. Et donc, en 1814, si on avait voulu la ramener en Italie, on l'aurait définitivement ruinée. Donc, les Italiens ont dit, celle-ci, vous la gardez, parce que sinon, on va détruire cette œuvre magistrale. Il n'en est pas question. Je vous en montre quelques détails avec ici le verseur de vin. Vous voyez, en fait, il est en train de verser de l'eau dans ce vase qui va servir tout simplement à servir le vin à table. Et vous voyez que l'eau sortant du vase est en fait du vin. Vous constaterez la présence de ce petit chat. Véronèse a mis beaucoup de chats et de chiens dans son œuvre. Et alors, vous allez comprendre pourquoi l'œuvre avait été refusée par les moines, notamment parce que juste devant le Christ qui se trouve au centre de la composition, il y a ce groupe de musiciens. Alors, en soi, à une noce, c'est pas grave qu'il y ait des musiciens, non, ça c'est pas un problème. Là où il y a un problème, c'est que les musiciens en question, ce sont des peintres vivants à Venise au XVIe siècle. Donc ils ont trouvé ça assez malvenu de sa part en étant particulièrement prétentieux. Celui que vous voyez ici jouer de la contrebasse de viol, c'est Titien, qui est le plus grand peintre vénitien de l'époque. Celui que vous voyez ici, qui joue de la viole de gambe, c'est Jacopo Bassano, qui n'est plus suffisamment connu par rapport aux autres, mais qui est le plus important de tous les peintres après Titien. Et celui que vous voyez ici, avec la barbe, portant ce magnifique pourpoint vert, qui est d'un verre qu'on appelle le verre Véronèse, c'est Véronèse lui-même. Donc on a trouvé qu'il y avait trop peu de modestie à se représenter ainsi dans la scène du premier miracle accompli par le Christ. Mais ce n'est pas la seule et unique raison. Si je reviens en arrière, ce qui a posé problème aussi, c'est que toute la noble assemblée ici est surmontée dans un espace qui représente la Jérusalem céleste par les gens de peu, les serviteurs. Ça n'a pas plu. Ce qui n'a pas plu non plus, c'est que toute l'assemblée autour du Christ, ce sont en fait des portraits de personnages qui vivaient à Venise au XVIe siècle. Donc on a trouvé aussi que c'était trop immodeste. De même, les vêtements chamarrés sont beaucoup trop luxueux, ça n'a pas plu. Je voulais juste vous montrer ce personnage ici. Vous voyez son visage qui ressort, celui qui a le vêtement noir. Imaginez-vous qu'on a constaté qu'en fait, Véronèse avait fait un premier portrait et que l'homme qu'il avait portraituré étant décédé, il a substitué le portrait du père, ou plutôt le portrait du fils, au portrait du père. Donc en fait, il y a une couture là, sur la toile, où il a cousu littéralement le portrait du deuxième personnage. C'est assez remarquable, et ça, on l'a découvert il y a quelques années seulement. Enfin, dernier détail, les mariés sont ici, donc tout à gauche. Vous remarquerez évidemment l'exotisme avec le perroquet ici, le bouffon, qui est souvent un nain à l'époque. Et surtout, c'est ça qui m'intéresse. Vous voyez cette femme-là? Elle est en train de manger en utilisant un ustensile qui est tout à fait novateur à Venise au XVIe siècle. Il s'agit d'une fourchette. Donc en fait, il s'agit de la première représentation d'une fourchette dans l'histoire de l'art. J'avance parce que je prends beaucoup de temps, excusez-moi. Nous changeons de salle et de siècle, puisque vous avez ici le Sacre de Napoléon peint par David, qui est un épisode qui a eu lieu dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous voyez qu'on ne reconnaît pas du tout Notre-Dame, parce qu'on avait tout simplement mis des toiles peintes sur des échafaudages pour donner à Notre-Dame l'aspect d'un temple romain. Décidément, c'est comme ça que ça se passe. Le tableau est gigantesque et Napoléon aurait dit en le découvrant « Mon Dieu, quelle merveille, on pourrait marcher dedans », ce qui est vrai puisque c'est grandeur nature. Nous avons 151 portraits et ce sont tous des portraits individualisés. C'est très impressionnant, mais quelques arrangements avec la réalité. Alors d'abord, vous reconnaissez les personnages, Napoléon ici.
Joséphine, les sœurs, les frères et les beaux-frères de Napoléon ici. Et on retrouve ici Laetitia, qui est la mère de Napoléon, Madame Mère. Il faut noter une chose, c'est que Laetitia n'était pas présente le jour du sacre, qui a duré quand même 5 heures. Elle n'était pas présente parce qu'elle était en désaccord avec son fils. Elle ne voulait pas qu'il se fasse couronner parce qu'elle disait que juste après la Révolution française, c'était de très mauvais augure, donc elle n'avait pas foncièrement tort. Et puis aussi, elle était en désaccord avec lui parce qu'il refusait de divorcer de Joséphine qui ne lui donnait pas d'enfant. Or, il lui fallait un héritier. Enfin, on s'arrange avec la réalité parce que vous voyez le personnage qui est assis là et qui est en train de bénir, c'est le pape. Napoléon avait forcé le pape à venir à son sacre en lui promettant que la religion chrétienne serait rétablie en France, puisqu'elle était interdite à ce moment-là. Il lui avait promis cela en échange de son couronnement. Donc le pape devait couronner Napoléon. Or, au dernier moment, lorsque le pape se lève pour mettre la couronne que vous voyez sur la tête déjà de Napoléon, eh bien Napoléon lui prend des mains. Parce que tout simplement, il estime que se faire couronner par le pape, c'est quand même se placer trop près des rois français de l'Ancien Régime. Mais ce faisant, il a humilié totalement le pape. Et d'ailleurs, il a tenu promesse en restaurant le culte catholique en France, ça c'est un fait. En revanche, le pape n'a pas pu rentrer chez lui puisqu'il a été retenu prisonnier au château de Fontainebleau pendant quelques années. Donc c'est un peu un jeu de dupes, et Napoléon d'ailleurs a conquis la papauté, les terres de la papauté en Italie. Là, le geste, en fait, on l'appelle le sacre de Napoléon, mais c'est ça qui est incroyable, le sacre de l'empereur. Il est en fait en train de sacrer sa femme, Joséphine. Donc, c'est pas la scène qui donne son titre, en fait, c'est assez étonnant. Dans la même salle, on trouve la grande odalisque d'Ingres, qui correspond à un Orient fantasmé, beaucoup de sensualité. Simplement, je vous précise que cette œuvre montre aussi que Ingres aime beaucoup, c'est un grand dessinateur, mais il aime beaucoup transformer la réalité. Regardez bien, en fait, son corps est un problème. Il y a un vertèbre de trop. Son bras droit est beaucoup trop long. Son coude est trop bas par rapport à la longueur de son bras. De la même manière, son sein, qui ressemble à une pomme, si on voit son dos, ne peut pas être visible. Pardon, c'est normalement revenu. Donc son sein ne peut pas être visible, c'est pourquoi il l'a tout simplement collé sous son aisselle, c'est pas grave. Et regardez maintenant l'endroit où se trouve son genou gauche. Si son genou est là, d'abord sa jambe est vraiment démesurément longue, et ensuite ça veut dire qu'elle est accrochée à peu près là, sur son corps. C'est un peu un problème. Ça lui a beaucoup été reproché, mais lui justifie son choix en disant « Je transforme la réalité pour lui donner le sens que je souhaite lui donner ». Si nous changeons de salle, nous voyons ici le célèbre radeau de la Méduse. Alors, il est très, très sombre, mais il ressemble vraiment à cela. Il représente un choc dans l'histoire de l'art. C'est Théodore Géricault qui l'a peint suite à un fait divers, puisque en 1814, un navire qui s'appelait la Méduse a quitté la France pour aller vers le Sénégal. Et en arrivant vers les côtes africaines, s'est échoué sur un banc de sable et malheureusement coulé. Alors, ce n'était pas sur le banc de sable, pardon, mais il y a eu un terrible choc. Et 150 survivants à peu près ont utilisé ce qu'ils pouvaient trouver du reste du bateau, de la Méduse, et ont dérivé ainsi pendant 17 jours. Au bout des 17 jours, lorsqu'on les a sauvés, il n'y avait plus que 16 rescapés. Et 2 ans plus tard, eh bien, certains des survivants ont expliqué dans la presse comment ils ont survécu, car vous vous doutez que sur un radeau en plein milieu de la mer pendant 17 jours, ce qu'ils ont dû faire, eh bien, c'est manger les morts. Et donc, ça avait causé un grand émoi dans la population. Le pape les avait pardonnés, évidemment. Ce qui est choquant ici, c'est le format du tableau, parce qu'un fait divers, ce n'est pas un sujet historique. Mais Géricault s'en empare pour en faire un sujet historique, pour en faire un véritable plaidoyer. Vous constaterez que l'on voit beaucoup de corps morts ici. Alors l'anecdote veut que celui-ci, ce soit Delacroix,
qui est posé pour son ami. Petite anecdote, vous constaterez qu'on ne voit pas les pieds des morts. Et le seul pied que l'on voit, il est équipé d'une chaussette sur un corps entièrement nu, ce qui est quand même assez étonnant. On dit qu'en fait, Géricault ne savait pas faire les pieds. Et donc, il les masquait comme ça. Voilà l'œuvre avant qu'elle soit totalement noircie. Je vais vous expliquer pourquoi elle est noircie, pourquoi malheureusement on ne peut pas faire mieux. Vous voyez qu'ici encore on a une composition pyramidale. Vous voyez qu'au sommet de la pyramide se trouve un personnage qui secoue un linge parce qu'en fait à distance juste ici au-dessus de mon laser se trouve la voile du navire qui va les sauver. Alors en fait, ils sont trop nombreux à être encore vivants sur ce tableau parce que ils ont vu le navire de sauvetage, mais le navire de sauvetage ne les a pas vus. Ils ont dû attendre encore 2 jours, ce qui devait être atroce. Vous noterez que le personnage tout en haut qui secoue son linge est un noir, ce qui permet à Géricault de donner son opinion quant à la politique de colonisation et à l'esclavage qui se déroule à l'époque. Donc c'est une charge politique que fait Géricault. C'est le chef-d'œuvre de Géricault, c'est l'œuvre la plus célèbre puisque Géricault est mort peu de temps après. Il est mort très jeune, il est mort à 33 ans des suites d'une blessure causée par une chute de cheval qui a été mal soignée. Pourquoi est-ce que ça noircit? Parce qu'il a utilisé un vernis qu'on appelle du goudron, qui n'est pas du goudron, mais qui est une espèce de pâte très épaisse, qui suppose énormément de temps pour sécher. Le problème, c'est qu'il est allé très très vite, qu'il a surimposé différentes couches et que cela veut dire que la couche supérieure de la toile est sèche, mais que les couches en dessous de celle-ci ne sont pas sèches, encore maintenant. Il y a plus de 200 ans maintenant, entre le moment où il l'a peinte et notre époque, et les couches inférieures ne sont toujours pas sèches. Le problème, c'est que le goudron, du coup, produit des bulles et s'oxyde. Et donc là, vous la voyez telle qu'elle est maintenant. On estime que d'ici 50 à 70 ans, on ne verra plus du tout la toile, parce qu'on ne peut absolument rien faire en l'état actuel des choses pour stopper ce processus d'oxydation, malheureusement. Donc il faut en profiter tant qu'on peut. Juste à côté se trouve La liberté guidant le peuple de Delacroix, qui représente la deuxième journée de la Révolution de juillet 1830, que l'on appelle les Trois Glorieuses, qui chassent tout simplement Charles X du trône et qui met Louis-Philippe Ier sur le trône de France. Cette œuvre est évidemment particulièrement emblématique. La femme que vous voyez au centre, c'est Marianne, c'est la République française. C'est la première fois lors de la Révolution de 1830 que l'on retrouve le drapeau tricolore, puisqu'il avait été abandonné par Louis XVIII et Charles X. Et vous le voyez, Delacroix montre que la liberté, puisque c'est elle, cette incarnation de la liberté, se gagne au prix de la vie de certains des combattants. Il représente aussi la totalité de la population, puisque l'homme que vous voyez tout à gauche avec sa casquette caractéristique est un étudiant. L'homme en haute forme représente la bourgeoisie et l'enfant que vous voyez là était destiné à une formidable longévité, car c'est tout simplement le personnage qui a inspiré Victor Hugo pour Gavroche. Donc ce que vous voyez là, c'est le seul cas documenté pour le moment d'une œuvre d'art, d'un personnage de peinture qui donne naissance à un personnage de la littérature. D'ordinaire, c'est dans l'autre sens que ça se fait. Enfin, vous voyez ici les tours de Notre-Dame qui ont été modifiées parce qu'elles ne sont évidemment pas comme ça. Il a changé l'axe de Notre-Dame simplement pour qu'on identifie le monument. Vous constaterez que oui, il y a bien ce nuage, alors là pour le coup c'est assez terrible, puisque ça rappelle des choses, des souvenirs assez récents, mais il n'y avait pas la flèche, puisque nous sommes en 1830 et que les travaux de restauration n'avaient pas encore eu lieu. En descendant, nous voyons ici les captifs dits esclaves de Michel-Ange, qui sont des œuvres inachevées qui ont été commandées par le pape Jules II pour faire partie de son mausolée et qui, c'est tout à fait remarquable, ont été acquises
par un collectionneur qui les a offertes au connétable Anne de Montmorency au XVIe siècle en France et qui ont été déplacées ensuite pendant la Révolution ici au musée du Louvre. Pourquoi c'est remarquable? Parce qu'au XVIe siècle, on ne porte pas attention à une œuvre qui est inachevée, sauf si c'est Michel-Ange, parce qu'on peut voir le génie de Michel-Ange à l'œuvre. Alors regardez bien, ici vous avez le premier qui est celui qu'on appelle l'esclave rebelle. Et c'est sur la photo de droite que vous voyez qu'il est inachevé. Vous voyez, il n'y a pas assez de matière dans le bloc de marbre pour faire son bras. Comment c'est possible? C'est parce que tout simplement, Michel-Ange voyait les œuvres dans le bloc de marbre qu'on lui livrait et il commençait à les tailler. En fait, il pratique la taille directe. Et il arrivait parfois qu'il soit bloqué parce qu'il n'y avait plus assez de matière pour l'ampleur de l'œuvre qu'il voulait faire, ou tout simplement, et là c'est le cas des deux choses, puisque là il n'y a pas assez de matière, et puis aussi parce qu'il peut y avoir des fissures. Vous voyez ici, son visage, il est coupé, parce qu'en fait, il y a malheureusement une fissure. Donc s'il avait continué de travailler, il aurait fait éclater totalement le bloc de marbre. Donc celui-ci, c'est celui qu'on appelle l'esclave rebelle. Et celui-ci, qui est très langoureux, c'est l'esclave mourant. Alors lui, il est un peu plus avancé dans le travail. En revanche, il y a une chose qui est un peu étonnante. Alors je suis désolée parce que vous voyez mon nom ici, mais regardez ce petit personnage-là. C'est en fait ni plus ni moins qu'un petit singe. Et on ne comprend pas encore maintenant ce que représente ce petit singe. Est-ce que c'est l'homme qui domine les passions, l'intelligence, l'esprit humain qui domine les passions humaines? On ne sait pas. On ne peut pas le savoir. Il existe 4 autres de ces captifs ou esclaves qui se trouvent tous les 4, qui sont moins avancés que ces deux-là. Ces deux-là sont les 2 plus belles pièces. Les 4 autres se trouvent à la galerie de l'Académie à Florence, excusez-moi. Et pour finir, voici le Canova, c'est Psyché, Amour réveillant Psyché par ses baisers, qui est une œuvre du tout début du XIXe siècle et qui représente cet épisode de la mythologie durant lequel Psyché est éveillée par son mari. Alors Psyché était une très belle mortelle qui a éveillé la jalousie de Vénus, qui avait décidé qu'elle devrait être condamnée à épouser un monstre. Ce que Vénus n'avait pas prévu, c'était que son fils, Cupidon ou l'amour ou Eros, tombe amoureux de Psyché. Psyché est donc emmenée dans un palais dans lequel elle vit seule et dans lequel elle ne peut voir son époux, ou plutôt rencontrer son époux, que de nuit et dans le noir. Si elle cherchait à le dévoiler, elle le perdrait. C'est ainsi qu'une nuit, sur les conseils de ses sœurs, Psyché, quand son mari s'est endormi, prend une lampe à huile et découvre ainsi le visage de son mari, c'est-à-dire l'amour même. Or, une goutte d'huile bouillante tombe sur Amour qui se réveille et s'enfuit. Psyché supplie Vénus de lui rendre son mari. Vénus la lance dans des tourments terribles. Elle doit subir un nombre d'épreuves absolument invraisemblables. Elle en meurt quasiment. Et Amour supplie sa mère de lui rendre son épouse bien-aimée. Elle lui concède et c'est ainsi qu'il vient l'éveiller par son baiser. Amour et Psyché, donc l'amour et l'esprit, puisque la psyché c'est l'esprit, donnent naissance à 2 filles, dont l'une est appelée Harmonie. Voilà, je voulais vous le signaler parce que je trouve que c'est très très joli. J'ai pas entendu pardon, j'ai pas entendu le nom de. Pardon, elle s'appelle Harmonie. Oui, donc, mais non, le sculpteur. Ah, Canova. D'accord, merci. Antonio Canova. Nous avons donc fini, nous allons redescendre vers la pyramide et je vous ai montré donc tous les petits smileys que vous voyez, ce sont les œuvres que nous avons vues. Donc concrètement, regardez, nous sommes entrés par ici, nous avons monté ici l'escalator, nous sommes allés dans le Louvre médiéval, puis nous avons vu le Sphinx de Tanis, nous avons emprunté les escaliers par ici, hop, nous sommes montés là, nous sommes allés voir la Vénus de Milo. Nous avons emprunté ces escaliers-ci pour nous retrouver ici à la Victoire de Samothrace. Nous sommes passés derrière dans la galerie d'Apollon. Nous sommes revenus sur nos pas pour arriver dans la grande galerie dans laquelle nous avons vu le portrait de vieillard, les Léonards, le Raphaël, la Joconde et les noces de Cana,
le Sacre de Napoléon et la Grande Odalisque. Nous avons enfin vu à cet étage le radeau de la Méduse et la Liberté guidant le peuple. Nous avons emprunté ces escaliers pour redescendre par ici et voir les esclaves de Michel-Ange, le Amour et Psyché de Canova, et nous sommes redescendus pour revenir sous la pyramide. Tout cela, en temps normal, quand on est dans le Louvre, ça demande à peu près 1h30 à 2 heures en fonction de l'affluence. Et vous le voyez, nous n'avons vu qu'une toute petite partie du Louvre, puisque dans le Louvre, il y a quand même à peu près 35 000 œuvres exposées. Donc, si nous devions y aller quand nous pourrons sortir et retourner au musée, ça nous demanderait beaucoup de temps. L'avantage aussi, c'est que le Louvre est tellement gigantesque que l'on peut aborder ses collections de plein de manières. Voilà, je vous remercie de votre attention et voici le programme des 2 prochaines. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà inscrits pour la visite de mardi qui s'intéressera à Niki de Saint-Phal. Et vendredi prochain, je vous propose de retourner au Louvre, mais cette fois-ci pour voir les plus beaux nus du Louvre. Donc, il s'agira tout simplement de s'inscrire à nouveau sur le site internet si vous le voulez. Après ces 2 visites au Louvre, je pense vous proposer des visites dans certains musées européens et peut-être outre-Atlantique pour voyager un petit peu. Voilà, donc je vais arrêter le partage d'écran et vous retrouver. N'hésitez pas, si vous